Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette série des webinaires du CRIFPE. Je me présente, je suis l'animatrice de cette activité. Mon nom est Marie-Odile Magnan, je suis sociologue de l'éducation et professeure à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Je suis directrice du CRIFPE Université de Montréal et titulaire de la chaire en relations ethniques. Donc, bienvenue Amélie Lemieux qui va nous faire une excellente présentation sur la rédaction d'une demande de bourse de maîtrise au CRSH. Donc, je vais présenter Amélie brièvement et ensuite elle va faire une présentation d'environ 30 à 35 minutes. Pendant ce temps-là, je vais prendre en note vos questions dans le clavardage et je vais pouvoir poser certaines de vos questions par la suite à Amélie lors de la période d'échange. Donc, nous avons jusqu'à 13 heures là, pour mener l'activité de webinaire. Donc, je vous présente Amélie Lemieux, qui est professeure adjointe en didactique de français au secondaire au département de didactique de l'Université de Montréal depuis juin 2021. Avec l'appui du programme Joseph-Armand Bombardier et du CRSH, Madame Lemieux a rédigé une thèse sur l'engagement en lecture des jeunes du secondaire en façonnant une méthodologie cartographique localisant des indicateurs métacognitifs et affectifs des sujets lecteurs. Ses intérêts de recherche sont la didactique de la lecture en classe de français au secondaire, la multimodalité en contexte appliqué et ses répercussions sur le développement professionnel et les avancées en méthodologie de la recherche en littératie. Donc, chers étudiantes et étudiants, merci d'être avec nous aujourd'hui et je vais céder la parole à Amélie Lemieux que nous avons très hâte d'entendre. Merci beaucoup, Marie-Odile, pour cette très belle introduction et merci aussi au CRIFPE pour me donner l'occasion de partager certaines connaissances relatives à la rédaction d'une demande de bourse de maîtrise au CRSH, laquelle j'ai obtenue à l'époque, au siècle dernier, dans le cadre de mes études de maîtrise et par la suite de mes études doctorales. La première chose à savoir au point de vue de cette rédaction-là, c'est que c'est une très belle occasion de mettre en valeur, un, ce que vous savez, et deux, de vous asseoir avec votre directeur ou directrice de recherche afin de vraiment peaufiner ce que vous voulez faire pendant votre maîtrise. Donc, le webinaire que j'offre aujourd'hui vient complémenter, je vous dirais, ce cheminement-là que vous allez faire. Et je vous recommande aussi également de faire appel au coordonnateur des études supérieures de votre université respective qui offre aussi des webinaires et qui vont venir en appui à votre demande de bourse. D'accord? Donc, j'ai intitulé cette présentation la rédaction d'une demande de bourse de maîtrise au CRSH, astuces, attitudes et abondance. Donc, je vais parler de ces trois axes-là aujourd'hui. Voilà. Donc, qui suis-je? Comme Marie-Odile l'a mentionné, je suis professeure adjointe en didactique du français au secondaire au département de didactique. J'ai eu ces bourses en particulier au CRSH au point de la maîtrise et au niveau aussi du doctorat. Et aussi au FRQSC, j'ai une bourse de doctorat que j'ai dû décliner parce que j'avais eu la bourse au CRSH et une bourse de postdoctorat aussi au FRQSC que j'ai dû décliner. Gros problème parce que, bon, je commençais un poste à l'époque en Nouvelle-Écosse. Sachez que selon les règles en vigueur, vous pouvez avoir l'une ou l'autre des bourses de FRQSC ou du CRSH, dépendamment de laquelle vous avez en premier ou que vous recevez. Et cet appui-là est extrêmement bénéfique, non seulement pour vous appuyer dans votre recherche, mais aussi pour faire de la mobilisation des connaissances, donc d'aller à des colloques internationaux, de pouvoir faire du réseautage avec des acteurs de votre milieu et qui vous peuvent ensuite vous aider à publier ou avoir des occasions de diffusion des connaissances qui sont très, très importantes. Quelques faits. Okay? On va toujours voir du côté des statistiques quand on s'intéresse à la recherche. Pour les bourses accordées à la maîtrise au CRSH, particulièrement au concours Joseph-Armand Bombardier dans le domaine des sciences de l'éducation, à travers le Canada, on a remarqué que c'est des données qui sont accessibles à tous. Il y a 61 bourses en sciences de l'éducation, donc toutes universités confondues au Canada en 2018-2019 pour ce concours-là, le concours qui finit habituellement au mois de décembre.
et qui a eu 86 bourses, okay? Donc quand même 25 bourses de plus en sciences de l'éducation, toutes universités confondues, en 2019-2020. Okay? Je n'ai pas les statistiques sur combien il y a eu d'applications, mais c'est pour vous donner une idée du nombre auquel il faut s'attendre. Okay? Les premières choses à faire, OK? Puis encore une fois, je vous recommande aussi d'entrer en contact avec le coordonnateur des études supérieures de votre université respective. Donc, vérifiez votre admissibilité au concours avant, évidemment, de faire la demande. Vous devrez avoir recours à vos relevés de notes officiels du premier cycle. Okay? Donc, par exemple, si vous faites une maîtrise à l'Université de Montréal, mais que vous avez fait vos études de premier cycle à l'UQAM, c'est très important d'entrer en contact évidemment avec l'UQAM pour être sûr d'avoir une copie officielle de vos revenus de notes. Donc, ce n'est pas une capture d'écran, n'est-ce pas? C'est vraiment les bonnes copies avec les sources officielles. OK? L'autre chose à faire, je crois que c'est 2 répondants, donc auxquels il va falloir solliciter des lettres. OK? Donc, prenez d'avance. Il faut évidemment le CCV canadien. Donc, c'est un formulaire en ligne qu'il faut remplir à cet effet. OK? Mes recommandations par rapport à ça, c'est vraiment, je veux dire, toutes les directives sont sur le site web du CRSH pour ce concours et c'est de suivre les directives à la lettre. Et quand je dis à la lettre, ça veut dire qu'il y a, pour la présentation même des fichiers, il y a des marges à respecter, il y a une police de caractère à respecter aussi, qui est de 12 points, je crois, Times New Roman, mais c'est à vérifier. Et vraiment, la moindre erreur de ce point de vue-là peut vous coûter votre application. Okay? Donc, c'est vraiment de lire et de suivre ces directives-là à la lettre et d'en faire une obsession presque. Relecture, j'ai mis ça 3 fois même dans mes recommandations, c'est-à-dire que, évidemment, de lire plusieurs fois votre texte, ça a l'air très évident, mais aussi de le faire relire par un proche, par vos collègues, les amis, évidemment, votre directeur de thèse. Je crois qu'avant d'avoir remis pour le concours du CRSH à la maîtrise et au doctorat, je pense que j'étais rendue à une version 21, OK? Puis j'avais commencé très, très tôt, soit au mois d'août pour le 1er décembre, je m'en rappelle très bien, et j'y travaillais chaque jour. OK? Chaque écrivain ou chaque professeur, chaque chercheur qui fait de l'écriture et de la lecture une carrière, OK? Évidemment en tant qu'étudiant, on a tous une façon d'écrire et de lire et on a ce que j'appelle un moment optimal dans la journée où on arrive à faire ces tâches-là, OK? De manière très efficace. Pour moi, personnellement, c'est entre 8 h et 10 h le matin. Je peux me concentrer et il n'y a rien d'autre qui existe par rapport à ça. Alors, je vous dirais de trouver ce moment optimal-là. J'avais une collègue qui, pour elle, c'était un oiseau de nuit, OK? Et c'était de 8 h à 10 h le soir, tous les jours. Il y a des gens qui font ça, mais c'est vraiment de trouver cette période-là et d'être persévérant, OK, dans cette approche-là. Pour les relectures, ma recommandation, c'est de faire des relectures à voix haute. OK, donc, pas à faire de lire de manière silencieuse, de dire, OK, certains peuvent le faire, mais vraiment, lorsqu'on lit, on lit à voix haute et lorsque ton œil s'arrête ou que ta voix s'arrête, c'est un signe qu'il faut retravailler la phrase. OK, déjà là. Donc, évidemment, attitude, lire de manière assidue, écrire avec concision et croire fermement à ces 2 balises de base, d'accord? Donc, quel est l'équilibre vraiment entre la lecture et l'écriture? Il y a différentes manières de procéder. La mienne, personnellement, c'est que j'aime lire en premier et annoter, évidemment, mon texte, mais repérer dans les textes que je lis, cette étude-là ou ce constat-là irait bien, par exemple, dans ma problématique. Mais pour être capable d'identifier que certains passages pourraient être cités dans une problématique, il faut d'abord comprendre c'est quoi notre problématique. Donc, je vais en parler un petit peu plus tard.
Commencer tôt, évidemment. Donc, on arrive au mois de novembre. J'imagine que la plupart d'entre vous ont commencé la rédaction de votre demande. Ce n'est pas le cas, c'est vraiment de vous y mettre de manière assidue. Je parlais de la persévérance à ce sujet-là, OK? Donc, vraiment, de trouver un moment dans chaque jour qui est entièrement consacré à l'écriture. OK? Personnellement, je ferme tout, exemple, mes courriels, LinkedIn, des choses comme ça, je ferme toute distraction possible et je me concentre simplement à la lecture-écriture. Un truc aussi, j'ai 2 écrans. OK? Donc, ce que j'aime beaucoup faire dans ma pratique de lecture-écriture quand j'ai 2 écrans, c'est d'avoir le texte sur lequel je me concentre, donc mon document Word ouvert devant moi, et à ma gauche, un PDF d'un article que je suis en train de lire ou de ressources que je suis en train de parcourir parce que je suis capable de changer de lecture-écriture et de persévérer de ce point de vue-là. Donc, j'aime plus le mot persévérance que le mot intensité de ce point de vue-là parce que l'intensité nous ramène à la notion de faire les choses à la dernière minute. Et lorsqu'on fait les choses à la dernière minute, d'habitude, les idées ne sont pas abouties. D'accord? Alors, c'est dans cette visée-là que je préfère le mot persévérance. Les réécrire, bon, je vous ai donné le petit truc des 2 écrans. Évidemment, un continuum. Abondance, trouver ses objectifs de recherche et surtout les respecter. À gauche, vous verrez trouver, évidemment, chercher des termes précis pour lire les études pertinentes, l'identification de statistiques, la constitution d'une question de recherche et l'établissement des objectifs de recherche, des objectifs spécifiques et des objectifs généraux. Si vous vous intéressez à la notion d'engagement en lecture, je prends par exemple mon domaine, passez pas 1000 ans à lire des études sur la motivation, bien que ça peut être intéressant là, dans le projet plus large, mais intéressez-vous à la notion d'engagement en lecture qui est très spécifique. OK? Il faut être très, très précis pour les termes que vous employez. Si vous parlez de la théorie critique de la race, par exemple, concentrez-vous là-dessus. Puis, au lieu de termes beaucoup plus larges, par exemple la diversité, l'inclusion, qui raciste, des études beaucoup, beaucoup plus larges. Okay? Donc, c'est vraiment identifier ces termes-là et votre directeur ou directrice de recherche va pouvoir vous aider à les identifier. Pour les statistiques, j'adore le site, évidemment, de Statistique Canada. L'INRS aussi, il y a beaucoup de bases de données. N'hésitez pas à consulter les ressources de vos bibliothèques, entre autres les bibliothécaires qui ont beaucoup d'expérience et qui peuvent vous guider à ce point de vue-là. Au point de vue de la question de recherche, OK, je recommande personnellement de mettre cette question de recherche-là en gras dans votre texte parce que ça permet au lecteur, à l'évaluateur de la situer très précisément et de voir comment vous articulez votre demande. Votre demande est d'une page. Hein? Tout, et je rappelle toutes les parties de votre demande, qui est les objectifs, les hypothèses, l'approche théorique, la méthodologie, la procédure et l'importance de votre étude doivent se ramener à quoi? À votre question de recherche. Il y a 2 phrases les plus importantes dans une demande de bourse, c'est la première phrase et la question de recherche. OK? En général. OK. Je donne un exemple. Bon, là, je suis allée sur le site de Statistique Canada, j'ai trouvé une bonne statistique que je veux incorporer dans ma demande de bourse. OK? Donc, déjà, une première étape, très bien. Voici 4 façons d'intégrer, OK, à l'écrit, cette statistique. Il y a des façons aussi de faire qui sont correctes, des façons, il y a des glissements de sens. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Donc, en 2018, plus de 9, donc je lis la statistique au milieu, en 2018, plus de 9 élèves canadiens de 15 ans sur 10 ont déclaré disposer d'un accès à un ordinateur à la maison qu'ils pouvaient utiliser pour faire leurs travaux scolaires et plus des 3/4 ont déclaré disposer d'un accès à un logiciel d'enseignement. Bon, déjà là,
je me concentre, exemple, sur la première partie de la citation. Idéalement, il faudrait incorporer tout, mais pour les besoins du webinaire, je me concentre sur la première partie. Donc, en haut à gauche, en 2018 au Canada, plus de 90 des élèves de 15 ans ont eu accès à un ordinateur pour faire leurs devoirs. Évidemment, je cite d'où ça vient, cette statistique. Donc, Statistique Canada 2020. OK? Une autre façon de le dire, selon Statistique Canada 2020, plus de 9 élèves sur 10 âgés de 15 ans ont eu accès à un ordinateur pour faire leurs devoirs en 2018. OK? Attention, par exemple, à ceux que j'ai écrits en bas, qu'est-ce qui fait défaut? Donc, au Canada, plus de 90 des élèves de 15 ans utilisent un ordinateur pour faire leurs devoirs. Donc, il manque l'année. OK? Donc, ça, c'est pour l'année 2018. Et aussi, accès versus l'utilisation. Donc, on voit la statistique originale nous dit on déclarait disposer d'un accès à un ordinateur à la maison qu'ils pouvaient utiliser. Ça ne veut pas dire qu'ils l'utilisent. Okay? Donc, de bien lire vraiment la statistique et ensuite de procéder à une réécriture ou à une paraphrase de ce qu'on voit et qu'on cite évidemment par la suite. Vous verrez dans mon exemple de droite, selon Statistique Canada, la plupart des élèves de 15 ans ont accès à un ordinateur pour faire leur devoir. Donc, il me manque l'année, il me manque 2018. Puis la plupart des élèves, est-ce qu'il s'agit de 90 est-ce qu'il s'agit de 95 est-ce qu'il s'agit de 60 60 ça pourrait être la plupart des élèves. Donc, vraiment, de faire un exercice de traduction des statistiques et de réécriture des statistiques de manière assidue. OK? Très important. OK, je regarde le temps ici. OK, parfait. Astuce, la concision, travailler la concision. Absolument. OK? Je vous donne un exemple. 2 phrases. Ce projet de recherche en didactique du français s'intéresse à la question de la motivation des élèves de 3e secondaire en classe de français. OK? Un étudiant peut avoir, ou un écrivain, peu importe, un professeur, n'importe qui peut avoir l'impression que cette phrase-là va droit au but et qu'elle est bien écrite, alors que c'est faux. OK? On veut une idée claire, concise et précise, et pour cela, on peut réduire le nombre de mots pour arriver directement à l'idée. Vous savez, quand on a un oncle ou une tante qui nous raconte, par exemple, une histoire qu'on ne finit pas de finir, ça fait 10 ans qu'ils nous raconte la même histoire de manière extrêmement longue, on dit, ben, c'est quoi? Qu'est-ce que tu essaies de me dire plus précisément? Donc, c'est exactement ça, le genre d'analogie que je vous donne. Donc, par exemple, notre étude examine la motivation des lecteurs de 3e secondaire en classe de français. Une idée très claire, directement au but. OK? Maintenant, précision des termes. Je vous en parlais au début. OK? Les travaux de recherche en didactique du français sont en plein essor au Québec. Oui, effectivement, ils l'ont toujours été, d'accord? Donc, qu'est-ce que cette phrase-là nous amène ou nous apporte dans cette demande de bourse? Je reviens à, vous avez une page pour rédiger votre demande. Chaque phrase doit avoir sa place et son objectif doit rayonner d'elle-même. Par exemple, bon, évidemment, la deuxième phrase n'est pas tant concise, mais elle est plus précise. Donc, nombre de chercheurs du CRIPSA, on pourrait même les citer, exemple, mettre un auteur plus l'année, ont effectué des travaux sur la motivation des élèves de 3e secondaire inscrits dans les écoles publiques de Montréal. Et donc là, déjà là, on cerne que les études ont été conduites dans des écoles publiques de Montréal au point de vue 3e secondaire, et ensuite, on peut extrapoler un petit peu sur les résultats et ce que ces personnes ont trouvé. Okay? Acronyme, faites attention. Okay? Des fois, peut-être que vous, dans votre domaine, dans votre spécialité particulière, il y a des acronymes qu'on prend pour acquis. Évidemment, CRSH, bon, je les prends en exemple, mais vous le nommez la première fois au complet et vous mettez en parenthèse l'acronyme, et par la suite, vous pouvez simplement référer à l'acronyme. OK? Comment travailler la confusion? Okay? 3 étapes simples. Premièrement, identifier l'idée de la phrase. Okay? Donc, chaque phrase a un objectif, je vous l'ai dit. Et je reviens à l'idée de relecture à voix haute,
si vous avez une phrase qui est de trois lignes ou plus, elle est trop longue. Okay? Il y a trop d'idées dans cette phrase-là. Je vous conseille fortement de la scinder en deux, okay? Pour faire en sorte qu'une phrase corresponde à une idée. Donc, écrire l'idée est la deuxième étape. Troisième étape, supprimer les redondances, changer l'ordre des éléments de la phrase. Je vais en parler un petit peu plus tard. Mais il y a un processus en écriture qui s'appelle l'évasion d'idées. Dans ce processus-là, si vous avez une phrase, par exemple, qui est de 3-4 lignes, OK? Ce qui arrive d'habitude, c'est qu'on part avec une idée, on met une virgule, on insère une autre idée, on finit la virgule et on continue notre idée d'origine. C'est extrêmement mélangeant pour un lecteur de lire ainsi, surtout quand il s'agit d'une demande de bourse. OK? On n'est pas en train d'écrire Proust, là. Okay? On est dans un genre extrêmement spécifique, qui est le genre scientifique, qui nous ramène à une idée égale une phrase dans ce contexte-là. Je continue avec mes astuces. Les espaces, OK? Créer des retraits à la ligne et ne pas intimider le lecteur avec des blocs denses de texte. Donc, ça revient à mes blocs denses de texte. Donc, si vous avez des phrases qui sont 3 lignes ou plus, scindez-les, OK? N'hésitez pas de faire des retours à la ligne aussi. Si vous insérez des néologismes dans votre rédaction, OK? Il y a des façons d'écrire ça de manière directe et claire. Notez la différence entre les deux phrases. Notre étude a recours à des ST-grammes, c'est-à-dire des cartes participatives qui cernent l'engagement des lecteurs, versus notre étude utilise des cartes participatives appelées ST-grammes qui cernent l'engagement des lecteurs. Je privilégierais personnellement la phrase numéro 2. Pourquoi? Parce que on a, bon, évidemment, sujet, verbe, complément, mais précisément, on nous explique c'est quoi avant d'amener le néologisme. Tandis que dans la première phrase, le néologisme nous arrive directement à la lecture et là, on se pose des questions, on se dit c'est quoi ça? Puis après, il faut lire plus tard. Donc, c'est vraiment de décrire en premier et ensuite d'insérer le néologisme, qui est une méthode efficace. Au point de vue de la méthodologie, rapidement, quelle est votre approche méthodologique? On ne devrait pas avoir à nous-mêmes essayer de deviner c'est quoi. Donc, ça devrait être expliqué et rédigé de manière explicite. Est-ce que vous avez identifié déjà une école avec qui vous êtes partenaire dans laquelle vous travaillez évidemment avec, par exemple, des élèves du primaire ou secondaire? Combien de participants? Okay, c'est le genre de précision qu'un lecteur ou qu'un arbitre va demander ou se poser comme question. Quelles sont les étapes de l'étude? Donc, étape 1, étape 2. Okay? Donc, plus il y en a, plus c'est précis, meilleur c'est. Et quels sont les liens avec la question de recherche et avec l'analyse? D'accord? Donc, votre méthodologie est une partie, une section cruciale dans cette demande. Okay? Une fois la demande envoyée et que vous l'avez relue, hein, parce que vous l'avez relue tous les jours, vous avez travaillé les phrases, etc., il faut la laisser aller et il faut laisser aller. Donc, c'est vraiment à double niveau. Donc, pas besoin de sonder votre directeur de recherche, directrice de recherche, dire, OK, mais c'est quand on va avoir les résultats ou le bureau de la recherche, le bureau des études supérieures, OK? Ils ont reçu votre demande. Ils sont en train d'étudier. Ça fait son cours. Donc, c'est vraiment de laisser aller et de continuer aussi de votre côté à lire en lien avec votre mémoire, continuer la rédaction et extrapoler, évidemment, ce que vous voulez faire en attendant. OK? Les résultats, OK? 1er avril 2020, si je me fie à ce qui a été annoncé l'année passée, donc c'est autour d'avril, OK? Fin mars, début avril, 1er avril 2022 sur le portail de recherche du CRSH, plus précisément. Et 4 sources que j'aime bien. Donc, vous avez vraiment tous les détails. D'ailleurs, je vais les partager tout à l'heure dans le clavardage.
tous les détails de la demande de la bourse, c'est vraiment, vraiment précis. Donc, il s'agit quand même de 17 500 évidemment, pour 12 mois non renouvelables. Vous avez la description, l'admissibilité, les parties aussi. Donc, je vous ai parlé d'objectifs, des hypothèses, de l'approche théorique, de la méthodologie, de la procédure, de l'importance. Donc, c'est toutes des sections, des mots qui devraient se retrouver explicitement dans votre demande, idéalement en gras, idéalement numérotée. On me pose souvent aussi la question, oui, mais Amélie, est-ce que l'approche théorique devrait prendre plus de place que la méthodologie ou que la procédure ou que les hypothèses, etc.? Moi, j'aime beaucoup, quand j'évalue des demandes ou quand je reçois une demande, voir que toutes les sections, les paragraphes sont quand même bien équilibrés. OK? Si vous avez une approche théorique sur une page, pensez aussi au design, à la structure et au format. Vous avez une page, si l'approche théorique prend un tiers de la page, pour moi, il y a un problème. OK? Donc, essayez le plus possible d'avoir des sections, des parties équilibrées par rapport à ça. Évidemment, bon, l'hypothèse peut être un petit peu plus courte, mais sinon, c'est ce que je vous recommanderais. OK? Donc, je vais partager ça ici dans le chat. Voilà. Donc, ça, vous allez avoir, par exemple, les directives que vous avez probablement déjà parcourues. Sinon, il y a 2 adresses courriel ici qui sont très importantes. Si vous avez des questions liées à votre demande de bourse, donc c'est plus bourse commercial shirtcrsh.gc.ca. Des fois, le portail, on oublie par exemple, on va oublier notre mot de passe ou on a un problème avec des formulaires. C'est plus la 3e adresse que je vous conseillerais d'écrire. Puis prenez-vous-en à l'avance parce que des fois, bon, il y a des délais de 48 à 72 heures pour la réponse, pour recevoir une réponse de la part du CRSH. Et ce temps-là augmente lorsqu'il y a des grandes périodes d'achalandage. Donc, je vous dirais de vous mettre en avance. Aussi, je vous réfère au site web des études supérieures de votre institution universitaire. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Amélie. Il y a eu des questions là, pendant que tu parlais, donc je vous incite, si vous avez d'autres questions, à aller dans le clavardage pour que je puisse en prendre connaissance. Mais Amélie, il y a eu une question, entre autres, à quel moment du parcours scolaire les étudiants, selon toi, pensent-ils à remplir cette demande de bourse? Est-ce que c'est lors de leur dernière année au baccalauréat, leur première année de maîtrise? Donc, est-ce que tu peux répondre à cette question-là? Oui, merci Marie-Odile. Ça, c'est vraiment, je vous dirais, c'est vraiment en consultation avec votre directeur de thèse ou directrice de thèse. Moi, je sais que c'est possible, je pense, à la dernière année du baccalauréat. Marie-Odile, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que c'est vraiment possible. Moi, je l'avais fait à ma première année de maîtrise parce que je n'étais juste pas au courant. Je n'étais pas au courant que c'était possible. Je ne savais pas encore mon directeur de thèse à la maîtrise, donc je l'ai eu pour ma 2e année. Évidemment, le plus tôt, le mieux c'est, je vous dirais, parce que si, par exemple, ça ne fonctionne pas la première année, vous pouvez vous reprendre la 2e année. Oui, donc c'est ça, on peut appliquer quand on est au baccalauréat. Comme ça, si on l'obtient au début de la maîtrise, on est déjà financé en commençant la maîtrise, mais c'est possible aussi de le faire au début de la maîtrise pour être financé lors de la 2e année. C'est sûr que si on fait comme ça, peut-être qu'on a eu plus le temps de penser à notre projet. Donc, parfois au baccalauréat, on ne sait pas trop comment peut-être rédiger la demande. Puis c'est là que la future direction, donc c'est important de trouver une personne qui va nous diriger, qui va pouvoir relire notre demande, nous aider, peut-être même avoir les services du décanat, si possible, de l'université où vous voulez aller, si jamais il y a un service de relecture. Mais ces éléments-là sont importants. Puis quand on est au baccalauréat, comme tu dis, Amélie, on n'est pas toujours au courant finalement de cette possibilité-là. Puis il y avait des questions aussi par rapport à cette bourse de maîtrise. Donc, une étudiante qui disait, moi, je travaille en éducation, mais je ne suis pas nécessairement inscrite dans une faculté d'éducation. Donc, elle se demandait si cette bourse-là s'applique
à tous les programmes en sciences humaines. Donc, peut-être tu peux répondre un peu là-dessus, mais il y avait des questions par rapport à ça. Oui, donc définitivement. Donc, c'est vraiment cette bourse-là est offerte dans le cadre des études de deuxième cycle, aussi bon, de troisième cycle, mais le programme de maîtrise de CRSH Bombardier est vraiment offert à ce niveau-là. C'est quand même intéressant. Je veux dire, c'est quand même 17 500 là, donc pour la réalisation de votre étude, puis aussi pour la diffusion des connaissances. Donc, je vous donne un exemple qui est arrivé entre autres dans mon cas. Donc, j'ai fait mon mémoire de maîtrise, entre autres, aussi sur incendie. Une des particularités, c'est que je suis allée en salle de classe, j'ai travaillé avec 72 élèves et j'ai acheté 72 copies du livre Incendie de la pièce de théâtre que j'ai remis et que je m'en suis servi dans le cadre de mon étude. Donc, c'est quand même, je pense que ça s'est monté, c'était peut-être 1300 là, un truc comme ça, que j'aurais dû débourser de ma poche si j'avais pas reçu l'appui. Bien évidemment, j'ai aussi présenté les résultats de mon étude à l'écologue internationale. Ça monte vite quand même. Hein? Je veux dire, Marie aussi peut en témoigner. Là, je veux dire, les billets d'avion, des choses comme ça. Permettent, entre autres, de rencontrer d'autres chercheurs, des chercheurs influents dans le domaine avec qui vous pouvez coécrire. Qui peuvent vous offrir des occasions de publier, par exemple, des chapitres dans des livres ou dans des collectifs, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment dans le point de vue de commencer une carrière très tôt, mais une carrière quand même de recherche, là, ce point de vue-là. Oui, mais c'est sûr, en plus, le fait d'obtenir une bourse très prestigieuse du CRSH dès la maîtrise, c'est comme un cercle virtueux, si on veut, parce qu'après, on a plus de chances d'obtenir une bourse doctorale, puis une bourse postdoctorale par la suite. Donc, c'est non négligeable de tenter d'appliquer. Puis il y avait des questions aussi, Amélie, par rapport aux notes. Donc, on sait que le relevé de notes, la moyenne cumulative est un critère important là, dans la grille utilisée par le CRSH. Puis il y avait une question d'un ou d'une étudiante par rapport à ça en disant si à un moment donné dans mon parcours, j'ai eu de moins bons résultats et que je n'ai pas une moyenne de 4, par exemple, et c'était pour des raisons médicales, est-ce qu'il y a une marge de compréhension ou non? Oui, donc, je crois, à mon souvenir, c'est qu'on regarde la moyenne cumulative du baccalauréat et il y a toujours une section ou une section, une partie dans la demande qui vous permet d'extrapoler sur des raisons médicales ou des raisons connexes qui ont fait en sorte que vous avez eu de moins bons résultats. Exemple, je ne sais pas moi, en septembre ou en automne 2018. OK? Mais qui ne sont pas représentatives de votre parcours. Il y a des façons d'articuler cela. Je vous donne un exemple sur les façons que je recommanderais d'aborder cette question-là. Du type ou du genre, en automne 2018, dans tel cours, j'ai trouvé plus de difficultés pour une condition médicale, par exemple, j'ai été hospitalisée, bon, des choses comme ça. Soyez quand même précis sur l'impact que ça a eu. Donc, exemple, j'ai manqué 8 semaines que j'ai pu rattraper par la suite. Si ça n'a pas été le cas, vous pouvez parler de votre parcours en général et dire que vous avez eu de meilleures notes par la suite et que vous avez pu faire une différence dans d'autres domaines ou dans d'autres cours dans lesquels vous êtes plus démarqué. Donc, c'est vraiment d'être spécifique par rapport à l'impact, mais ensuite d'être capable de prouver aussi que vous avez été en mesure de passer à travers ces épreuves difficiles et d'en sortir quand même gagnant au bout du compte, ce qui reflète bien dans votre demande. Oui. Merci Amélie. Je pense que sur ce point-là, ça vaut la peine de s'informer soit directement auprès du CRSH ou du responsable des études supérieures de votre faculté parce que habituellement, la moyenne est quand même vraiment importante. Donc, tous vos relevés de notes vont venir peser
Puis, c'est difficile quand on n'a pas la moyenne minimale requise par le concours d'obtenir une bourse. Donc, ça vaut la peine de s'informer avant de remplir la demande, puis pour rien finalement. Là. Donc, ce sont des concours quand même très, très compétitifs. Il faut juste voir si à travers les années, il y a eu des accommodements pour prendre en compte des situations exceptionnelles et donc s'informer. Amélie, il y avait une autre question sur en fait, dans la demande au CRSH, une étudiante dit qu'on doit fournir un court résumé du projet dans un document PDF d'une page maximum et la personne voulait savoir si tu avais un conseil, dans le fond, pour ne pas se répéter dans le résumé par rapport au texte de la demande. Est-ce que tu avais des conseils par rapport à la rédaction du résumé? Oui, très bonne question. Pour le résumé, je dirais la pire erreur à faire serait de faire un copier-coller de ce que vous avez écrit dans la demande. Pour certains, ça peut paraître évident, mais je l'ai déjà vu, donc c'est pour ça que je mentionne que c'est très important de ne pas procéder à du copier-coller. Le genre du résumé est quand même différent là, de la demande qui est plus extensive, même si c'est juste une page. Je vous dirais la fonction du résumé, ça, il l'explique quand même bien, mais la fonction du résumé est de s'adresser à un public plus large. Okay? Donc, d'être moins dans les spécificités ou les néologismes. Tu sais, je vous ai parlé de l'espécigramme dans mes exemples. C'est pas quelque chose que je mettrais nécessairement dans mon résumé qui est destiné à un public plus large. Okay? Donc, pas être super pointu là, par rapport à ça. Interrogez-vous sur la portée aussi de l'étude ou du projet que vous voulez faire, puis mettre ça très en valeur dans le résumé. Moi, c'est ce que je recommanderais. Peut-être Marie-Odile a des suggestions parce qu'elle a beaucoup d'expérience, mais moi, c'est ce que je recommanderais là, personnellement. Je pense que tu as bien répondu, Amélie. Mais si on répète quand même quelques phrases qui sont dans le projet, dans le résumé, je ne pense pas que ce soit problématique non plus, là, mais c'est une bonne idée de diversifier. Il y a eu une autre question. En fait, si l'étudiant a fait des études en dehors de son baccalauréat, pour lequel il a obtenu, par exemple, un certificat, mais avec des notes peut-être plus faibles là, que pour le bac, est-ce que les notes du certificat vont être compter finalement dans la moyenne qui va être prise en compte là, par le CRSH? Ça, je serais prudente par rapport à ça. Je vous référerais plutôt au bureau des études supérieures de votre institution particulière parce que c'est des spécificités qui sont relatives, un, au concours et deux, à votre institution. Donc, ça dépend comment ils procèdent. Fait que je serais plutôt prudente à vous répondre à cette question technique-là. Oui. Ben, moi, ce que j'ai vu, en tout cas pour mes étudiantes au doctorat, c'est que malheureusement, dans le fond, quand on applique au CRSH, en tout cas pour le doctorat, c'est que tous les diplômes que l'on a obtenus, tous les relevés de notes sont pris en compte. Donc, ça veut dire que si on a fait un baccalauréat il y a 10 ans dans un autre pays, ça va être attaché à la demande. Et ce qui devient difficile parfois, c'est que si on a eu des moins bonnes notes à certains moments, il faut pouvoir justifier donc, il y a parfois je ne sais pas si pour la maîtrise, il y a une rubrique pour ça pour les étudiants, mais pour justifier peut-être un parcours plus atypique avec des changements de programme très différents. Mais c'est quand même tout un casse-tête parfois parce que justement, on doit fournir tous les relevés de notes universitaires qu'on a obtenus. Donc, parfois, pour certains étudiants qui ont eu à un certain moment de leur parcours une difficulté, c'est quand même quelque chose qui peut venir, si on veut, qui est un écueil. Donc, oui, s'informer, comme disait Amélie, mais moi, de mon expérience, c'est ce que mes étudiantes m'ont raconté. Il y avait une autre question. Est-ce que les bourses vont essentiellement à la meilleure cote? Donc, j'imagine la question vont nécessairement aux meilleures moyennes là, des étudiants qui appliquent. Donc, qu'est-ce que tu répondrais à ça, Amélie? Merci, Marie-Odile, pour cette question, la personne aussi à qui l'a posée. Donc, c'est sûr que bon, les notes sont prises en compte, mais aussi, je vous dirais, l'originalité, la contribution de l'étude, c'est ça a une très, très grande importance là, dans l'évaluation des demandes. Okay? Comment est-ce qu'on. Okay, la question sous-jacente, comment est-ce qu'on fait pour savoir que
notre projet de recherche est original et est important pour notre domaine. Ben, c'est au fil des lectures. Okay? L'erreur numéro 1 que je vois normalement, on dit OK, mais je veux faire ce projet-là, c'est ça que je veux faire parce que je l'ai vu dans mon milieu de pratique, puis c'est ça qui se passe, puis il faut que je fasse ce projet-là. C'est très bien d'avoir de la passion pour un thème puis un projet, mais c'est encore plus important de voir qu'est-ce qui a été fait avant. Où est-ce que le projet s'inscrit dans la lignée d'études qui ont été publiées? OK? Ce que les collègues vont dire, ce que j'ai entendu maintes fois aussi, c'est qu'on lève des drapeaux rouges lorsque il y a une demande qui dit c'est la première étude de ce genre qui s'est intéressée à ce phénomène-là dans l'histoire des sciences de l'éducation. Il y a des bonnes chances, il y a de très bonnes chances que d'autres personnes se sont intéressées à ce phénomène-là. Ça ne veut pas dire que votre étude n'est pas originale. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut l'inscrire dans une lignée d'études qui ont été faites avant. C'est juste ça. Pour voir sa place unique à travers cette lignée-là et de voir sa contribution aussi. Tout à fait. Donc, c'est sûr que le poids des notes joue et plus on avance dans les concours de bourse, doctorat, postdoctorat, plus le pourcentage sur l'originalité du projet augmente. Donc, c'est sûr qu'à la maîtrise, le relevé de notes est quand même très important. Mais comme le dit Amélie, le fait de s'allier avec notre direction de recherche pour vraiment formuler un projet qui est original peut venir compenser parfois une moyenne qui est un peu moins élevée et séduire, en fait, jouer finalement dans l'évaluation des membres du jury qui vont évaluer votre demande. Donc, c'est important de travailler vraiment main dans la main avec des experts du domaine qui vont vous dire si votre question est originale ou non et vous aurez d'intéressantes discussions par rapport à ça par la suite. Amélie, on a une question aussi. Pouvons-nous appliquer sur ce type de bourse si nous sommes en prolongation? Donc, j'imagine en prolongation à la maîtrise, ça veut dire si on dépasse le 2 ans. Là. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Je pense, alors il y a des critères d'admissibilité. OK, donc je vous avais donné le lien, là, évidemment, dans le clavartage pour aller voir. Et ils sont quand même, je veux dire, ils donnent les périodes auxquelles on peut être admissible pour une demande de bourse. Donc, ce que je vous dirais, c'est vraiment d'aller voir ces balises-là. On mentionne entre autres avoir terminé au 31 décembre de l'année dans laquelle la demande est présentée au plus de 12 mois d'études à temps plein dans le programme pour lequel vous demandez des fonds. Par exemple, un programme de maîtrise, là, je vais vite, là, mais comme je vous dis, vraiment d'aller voir les technicalités ou les spécificités relatives à ça. Ou de 4 à 12 mois d'études à temps plein dans un programme de maîtrise admissible pour lequel vous avez fait des exigences relatives à l'obtention du diplôme, etc. Donc, c'est vraiment, là, on décrit là, en détail là, les spécificités relatives au mois et à l'éligibilité pour la demande. Mais juste un commentaire général aussi, là, de manière, grosso modo, plus on a un parcours typique comme étudiant, donc étudier à temps plein, suivre le nombre de sessions, donc ne pas avoir, par exemple, fait une propédeutique ou des éléments comme ça qui font en sorte que le parcours est atypique, plus on a de chances d'obtenir des bourses. Donc, parfois, quand on a un parcours qui est moins régulier selon ce qui est attendu en termes de temps, ou par exemple, commencer une maîtrise à l'hiver, ce n'est pas une bonne idée pour obtenir une bourse. Il faut commencer à l'automne, donc suivre les cursus. Donc, plus on sort du cursus, moins on a de chances après ça d'obtenir des bourses. Donc, c'est là qu'on voit quand même l'impact de ce modèle-là, dans le fond, là, où on s'attend à ce que l'étudiant suive ce qui est attendu. Donc, Amélie, je ne vois pas de nouvelles questions. Donc, je ne sais pas, j'espère qu'on a répondu au mieux à toutes vos questions. Le webinaire va être disponible sur la chaîne YouTube du CRIFPE et le PowerPoint, je pense, va être rendu aussi disponible. Donc, on vous remercie tous d'avoir été là. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu veux dire pour le mot de la fin, Amélie. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci au CRIFPE. Merci, Marie-Odile, de ta disponibilité, de ces échanges aussi fructueux pour la période de questions. J'ai beaucoup apprécié
de mon côté. Et merci à tous d'être venus, aussi l'équipe de coordination du CRIFA, Bonsoul et Sophie, j'apprécie beaucoup. Alors, Oui, donc merci beaucoup Amélie pour ta générosité. Merci aux étudiantes et étudiants d'avoir été si nombreux à vous être connectés. Donc, bonne chance dans vos demandes de bourse. Et puis, je vous dis un bel après-midi ensoleillé. Au revoir tout le monde.